Déchéance de nationalité, primaire à gauche, plan pour l'emploi, réforme de la procédure pénale, les débats ne manquent pas et le Parti socialiste est en plein débat, c'est le moins qu'on puisse dire, en pleine tourmente même. C'est avec Pascal Cherki, député socialiste de Paris, qu'on en parle ce matin. Pascal Cherki, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un autre débat qui fait jour là. Demain soir, à la télévision, Manuel Valls doit assister, ou doit participer plutôt à une émission qui s'appelle On n'est pas couché, qui est une émission un peu de divertissement. Ça fait jaser, il y en a beaucoup qui disent c'est pas sa place d'aller dans ce genre d'émission. Qu'est-ce qu'en pense Pascal Cherki? Si le Premier ministre a le temps pour aller dans une émission de divertissement, après tout ce qu'il a à faire comme travail quotidien, pourquoi pas? Moi, à titre personnel, je considère que les plus hautes autorités de l'État ont suffisamment de moyens de s'exprimer dans les médias pour choisir leurs émissions. Oui. La parole publique doit se faire rare, grave et... Non, c'est pas qu'elle doit être rare, mais la parole publique, quand on est à la tête de l'exécutif, doit être empreinte d'une certaine solennité. D'accord. Voilà. Cela dit, c'est pas une émission, c'est pas le jeu des 1000 francs non plus. Mais non, d'accord. Non. D'accord. Alors, vous voterez contre la déchéance de nationalité, c'est une décision résolue, définitive? J'ai indiqué que je voterai contre la mesure et la réforme de la Constitution. Y compris l'état d'urgence, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution? Je parle de la mesure et je parle de la réforme de la Constitution au bout, oui. Si elle comporte la déchéance de nationalité. Je suis contre cette mesure sur le fond, oui. Et je considère qu'on ne doit pas se servir de la Constitution pour des opérations de synthèse politique ou politicienne. Je l'ai dit, ce n'est pas une motion de synthèse d'un parti politique. La loi fondamentale de la République, elle doit être sobre, elle doit contenir des éléments qui rassemblent les Français, pas des éléments qui les divisent. C'eût été une loi ordinaire, ça aurait été... j'aurais été contre aussi. Mais a fortiori quand c'est dans la Constitution. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, ça va passer? J'en sais rien. Je ne suis pas. Je vous exprime ma position personnelle. Mais vous allez vous déplacer au Congrès pour voter contre. Enfin, d'abord à l'Assemblée nationale et après au Congrès. Bien sûr. Moi, ce que je souhaite, parce qu'on pense qu'il y en a qui peuvent s'abstenir. Moi, ce que je souhaite, c'est que le président de la République recule sur cette mesure de déchéance de nationalité. Oui, bien sûr, il est encore temps de faire marche arrière. Je rappelle que dans notre régime juridique, la parole présidentielle en matière constitutionnelle n'est pas une parole décisionnaire. Dans la Constitution, le président de la République rend des arbitrages concernant les Français d'ailleurs. Voilà, concernant le fonctionnement des pouvoirs publics. Après, il ne peut faire que des propositions. Mais vous avez conscience que si il soumettait ça, par exemple, au référendum, en dehors de tout contexte politique, parce qu'on sait toujours que les Français ne répondent pas toujours à la question posée. Vous avez vu les sondages sont très favorables à cette réforme. Vous savez, monsieur, quand une mesure ne peut pas être défendue sur le fond positivement et que vous la soumettez à référendum, à la fin, vous perdez. Oui. Ça me rappelle beaucoup le débat sur la Constitution européenne. Voilà. Oui. Les motivations qui avaient conduit à un moment donné à émettre un vote au sein d'une formation politique n'ont pas pu être défendues devant les Français au moment du référendum. Et s'il y a un référendum, il serait posé une question très simple au président de la République. Et d'ailleurs, l'opposition la posera en premier. Et si vous perdez le référendum, vous devez partir. Et donc vous verrez bien que le simple fait même de mettre cette question-là en débat, un, modifierait la nature du vote, deux, conduira le président de la République à ne pas la soumettre au référendum. Et s'il n'obtient pas la majorité de 3/5, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'aura pas fait la déchéance de nationalité, c'est tout. Et son autorité sur le pays et sur la gauche? Non, mais il devrait se soumettre à une primaire à ce moment-là? Non, mais pour moi, ce sont deux questions complètement distinctes. Je veux dire, la question de la déchéance de nationalité est une question pour laquelle une grande partie de mes collègues et moi-même nous sommes opposés par rapport à nos valeurs, à la manière dont nous estimons être nos valeurs de gauche et la conception que nous avons de la République. Vous êtes combien dans votre cas? Je ne sais pas, mais on sera... à l'intérieur du PS, j'entends. On sera plusieurs dizaines à être en désaccord. Après, avec les voix de droite, il aura peut-être la majorité. D'accord. Mais... vous aimez bien Madame Taubira, Christiane Taubira? Mais moi, j'apprécie l'ensemble des ministres, c'est pas la question. Non, mais répondez à ma question. Je vous parle de Christiane Taubira. Oui, je l'aime bien. C'est quelqu'un dont vous partagez les valeurs, dont vous partagez... oui. D'accord. Je suis pas le seul, vous comprenez qu'elle puisse rester au gouvernement alors qu'elle est en désaccord avec cette mesure? C'est une situation un peu baroque, j'en conviens. Oui, c'est pas normal. J'en conviens que c'est un peu baroque. Vous seriez Madame Taubira, ce que vous n'êtes pas du tout, vous quitteriez le gouvernement. J'ai déjà répondu à cette question en disant que chaque responsable politique, à quelque niveau qu'il soit, doit se poser la question... C'est pas votre habitude doit poser la question de la concordance entre ses actes... Le contre-pied, c'est pas votre habitude généralement. Vous êtes entre ses actes et ses convictions. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. En tout cas, elle s'est exprimée assez clairement contre. Oui, et elle est garde des Sceaux, et elle va pas porter la loi, mais en revanche, elle va porter une autre loi, qui est, je sais que ça vous tient à cœur, la réforme de la procédure pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce projet vous convient?
Oui et non. Ce qui me va dans le projet, c'est l'idée de dire qu'il faille qu'on adapte un certain nombre de nos mesures opérationnelles. À la menace. Voilà, à la menace. Bon, donc moi je suis ouvert à ce qu'on discute de ça, si on démontre l'efficacité. Là où j'ai un désaccord à cette étape, et je ferai des amendements, et ça conditionnera mon vote final d'ailleurs, c'est le fait que je ne suis pas pour qu'on confie l'intégralité des pouvoirs au préfet. Voilà. Trop de pouvoirs confiés à l'administration, pas assez au pouvoir judiciaire. Bien évidemment, moi je suis pour qu'on prenne des mesures dans le respect de nos valeurs et de nos libertés publiques. Et d'ailleurs je note avec intérêt et satisfaction la prise de position très ferme du procureur général près la cour d'assises. Je connais bien M. Marin, ce n'est pas quelqu'un qui est un laxiste, mais il rappelle un fondement de notre vie démocratique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre à l'écart l'autorité judiciaire du contrôle des libertés publiques. Une justice politique aujourd'hui en France? Non, je ne dirais pas ça, mais je pense qu'on glisse progressivement vers une omnipotence des préfets et de la police administrative. Au détriment de la police judiciaire et du contrôle des actes de police par l'autorité judiciaire, que ce soit leur autorisation ou leur contrôle. Et ça, moi, ça ne me va pas. Est-ce qu'il faut couper le cordon ombilical entre la chancellerie et les parquets, par exemple? Je pense que nous sommes à mi-chemin de la procédure pénale. Il faudrait qu'on se pose la question, éventuellement. Mais si on fait ça, à ce moment-là, si on a des... Avoir un super attorney général, comme aux États-Unis si on va vers l'indépendance totale des magistrats du parquet, alors à ce moment-là, il faut supprimer le juge d'instruction. Comme Nicolas Sarkozy le préconisait. Non, mais soit vous êtes dans un système complètement accusatoire, et donc vous avez cette dichotomie juge d'instruction parquet, soit vous avez un parquet indépendant, et donc à ce moment-là, il récupère les fonctions qu'avait le juge d'instruction, et vous mettez à côté un JLD qui contrôle tous les actes attentatoires aux libertés publiques faits dans le cadre d'une instruction. Est-ce que la décision qui a été prise contre les salariés de Goodyear est une décision politique? Donc les salariés de Goodyear qui avaient été poursuivis pour séquestration de cadres de l'entreprise ont été condamnés. C'est pas une décision politique. À 9 mois de prison. Je dirais pas ça. Je dirais pas que c'est une décision politique, mais je dirais que c'est une décision qui me choque. Voilà. Qui me choque parce qu'elle est complètement contraire, je dirais, à ce qu'était la tradition de la vie sociale dans notre pays. Il n'y a pas eu violence physique sur les cadres qui ont été séquestrés. Non, mais attendez, moi, quand j'étais étudiant, j'ai séquestré les doyens. Enfin, à un moment donné, quand vous êtes... Vous leur tiriez pas l'oreille, quand même? Non, parce que j'étais plus jeune et plus respectueux. Et puis, vous savez, au bout, il n'y avait pas mon licenciement. Il faut se mettre à la place des gens aussi, de ce drame. Donc moi, cette peine de prison me paraît complètement disproportionnée. Et je souhaite qu'en appel, cette décision soit réformée. D'accord. Vous avez lu sans doute chez nos confrères de Libération la pétition qui a été signée par quelques intellectuels, pas que des intellectuels d'ailleurs, en début de semaine, et qui appelait à l'organisation d'une primaire à gauche, à laquelle devrait se soumettre le président de la République, selon eux. Tous les candidats. Tous les candidats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Vous auriez pu la signer. Oui, ce que je note. Pourquoi vous ne l'avez pas signée? Je vais vous dire après pourquoi. Ce que je note avec intérêt. Pourquoi je ne l'ai pas fait à cette étape? Ce que je note avec intérêt, c'est que ce n'est pas traditionnellement ce qu'on appelle la gauche de la gauche hors du Parti Socialiste qui le fait. Des gens comme M. Cohn-Bendit, comme M. Vivorca, comme M. Rozon-Vallon, dont on estimait qu'ils étaient plutôt l'aile modérée de la majorité, et qui disent qu'ils font un constat qui est juste au fond, qui disent que face à la situation, s'il n'y a pas un candidat commun, les forces de progrès, face à la droite et l'extrême droite, nous avons peu de chance d'être au second tour. Ce qui rejoint l'analyse de Jean-Christophe Cambadélis sur la Cité de l'Alliance. Une fois que vous faites ce constat, vous ne pouvez pas dire on va avoir un candidat commun, mais on vous l'impose et ce sera X ou Y, le président de la République ou autre. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette, un débat sur les projets, deux, une sélection du candidat. Et vous verrez que la primaire de la droite sera une réussite. Et donc si nous ne faisons pas de primaire en miroir, nous apparaîtrons comme un camp politique rabougri, replié sur nous-mêmes et sur la défensive. Donc la primaire donne de la dynamique. Et je dis cela parce que moi je ne préjuge pas de mon choix. Vous ne savez pas pour qui vous allez voter en 2017? Non, on verra. Si François Hollande est candidat, vous voterez pour lui? À cette étape, aujourd'hui, c'est le seul candidat qui est déclaré. Mais s'il y a plusieurs pour lui? Si c'est le seul candidat, oui. Mais s'il y a plusieurs candidats, il y aura un débat, ce sera intéressant. Donc moi, je distingue... Donc vous êtes en désaccord sur beaucoup de points avec lui, mais vous continuerez à voter pour lui? S'il n'y a qu'un seul candidat et que c'est lui, je voterai pour lui. S'il y a une primaire et qu'il y a plusieurs candidats, je ferai un choix en fonction de ce que diront les uns les autres. D'accord. Voilà, mais je dissocie le mécanisme de sélection du candidat au bout qui sera désigné. Pour moi, ce n'est pas une opération pro-Hollande ou une opération anti-Hollande. C'est une opération de remobilisation de la gauche. Et je pense que, je vous dis encore une fois, la primaire de la droite sera forte. Elle sera massive, vous aurez beaucoup de gens qui iront voter à droite, et donc en contrepartie... Il faudrait faire une primaire à gauche. Oui, il faut remettre notre camp en dynamique. Et donc voilà, je ne l'ai pas signé... Date voilà. On va discuter à 15 jours. Je ne l'ai pas signé, moi, à cette étape,
parce que ce n'est pas une décision individuelle. Dans ce que nous appelons la gauche du Parti socialiste, notre courant qui, je rappelle, a fait 30% lors du dernier congrès, donc près d'un militant socialiste sur 3 s'est prononcé en faveur de notre orientation. Pour faire vite. Au-delà, même. Ben, nous allons prendre une décision collective sur cette question-là à la fin du mois de janvier et nous déciderons collectivement si collectivement nous nous prononçons pour cette primaire ou pas. Ah oui, ça sera fin janvier, ça? Oui, oui, c'est une décision collective et solennelle de notre courant. Et ça sera votre courant avec Christian Paul, Laurent Baumel et d'autres? D'accord. Donc on saura fin janvier, début février. Si vous voulez. Oui, nous prendrons une position officielle, formelle. Vous souhaitez une... Et alors, si c'est pas accepté, cette primaire? Bah, si nos militants chez nous disent non... Pour y avoir un candidat? À chaque jour suffit sa peine. Nous, la question pour moi n'est pas qui. La question est comment. Comment remettre la gauche en dynamique. Le qui viendra après. Et la gauche n'est plus en dynamique? Ah non. Bah non, mais regardez les dernières élections. Nous avons subi nos plus lourdes défaites à toutes les consultations électorales depuis la refondation du Parti socialiste. Alors il y a un sujet qui est intéressant aussi, puisqu'on en parle moins, mais il va revenir à la une de l'actualité la semaine prochaine. C'est celui, le sujet social, le traitement... comment on résout le chômage dans notre pays. Et il y a Jean-Marie Le Guen, qui est quand même quelqu'un, qui est un ministre, un secrétaire d'État important, et qui dit « mais on pourrait peut-être revoir les conditions d'indemnisation des chômeurs, c'est-à-dire baisser peut-être cette indemnisation et en réduire la durée ». Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je trouve toujours triste quand un ministre d'un gouvernement qui se dit de gauche à la paresse intellectuelle... Qui se dit de gauche, et puis un gouvernement de gauche. Un gouvernement qui se dit de gauche, à la paresse intellectuelle de n'avoir comme seule idée que d'aller puiser dans nos fonds de commerce. C'est ce qu'on fait beaucoup de pays et de nos voisins. Oui, ben, regardez la situation de la croissance dans ces pays, elle n'est pas faramineuse non plus. Oui, enfin, en Allemagne, ça va mieux que chez nous. Au niveau de la croissance? Oui. En Allemagne, j'attends de voir. Un 7. Ouais, d'accord. On va être à 1, 2, 1, 3. Ils ont moins de chômage aussi. On va être à 1, 2, 1, 3. Et ils ont une structure démographique qui est différente de la nôtre, cher monsieur. Non, moi je pense que nous avons un problème structurel sur le chômage de longue durée. Donc, pourquoi pas pour la formation, ou alors la proposition de mon collègue Grand Guillaume du CDI pour les chômeurs de longue durée, qui me paraît une proposition qu'il faut explorer, soutenue par beaucoup d'associations qui luttent contre la grande pauvreté. Bah, c'est l'idée en gros de se dire qu'au lieu de mobiliser des allocations sociales passives pour des chômeurs de longue durée, créons un CDI et donnons du travail dans des tas d'associations, des structures d'utilité sociale, d'utilité collective qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens de les embaucher, et on mettra des gens au travail dans un métier qui les qualifiera. Mais avec l'argent qui viendra de l'État aussi. Oui, d'accord, mais aujourd'hui l'argent il vient en partie de l'État pour ça, et on paye des gens à être dans le désespoir du chômage. On n'arrive pas à sortir du traitement social. On paye des gens à être au désespoir du chômage, ça c'est la première chose. Et la deuxième, moi je maintiens que nous avons un problème de politique macroéconomique en Europe. Voilà, et qu'il faut qu'on se repose la question des conditions de la croissance en Europe. C'est quoi les conditions de la croissance? Mais moi je pense qu'il faut stimuler l'investissement en Europe et restimuler la part publique de l'investissement. Et moi ce que je regrette dans ce qui s'est passé depuis que nous sommes en responsabilité, c'est que nous n'ayons pas su proposer aux Allemands un deal. Le deal aurait été de dire aux Allemands, ok d'accord, on fait la règle d'or budgétaire. Mais en contrepartie, on fait monter le budget européen pour le faire rapprocher en termes de PIB de ce que représente le budget des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, nous avons tous les inconvénients d'un fonctionnement fédéral, c'est-à-dire une pression pour l'équilibre budgétaire dans chacun des pays, mais nous n'avons pas l'avantage immense que procure dans un État fédéral, un budget fédéral qui représente près de 20% du PIB. Est-ce que vous diriez que la gauche en France est malade ou elle traverse une crise comme on traverse? Je dirais que la gauche comme la droite sont dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris que nous avons changé de paradigme. Moi, je les invite à relire, ça va vous surprendre que je vous dise ça, le pape, et dans sa dernière encyclique Laudato Si, qui montre très bien que nous avons changé de paradigme. Depuis 2008, nous sommes sortis de l'équation politico-économico-idéologique qui présidait depuis les années 80, depuis la victoire de Reagan et Thatcher. C'est-à-dire que l'idée qu'on va faire fonctionner la société et l'économie selon les principes du libéralisme économique ne fonctionne plus. Donc c'est l'ère de la régulation. Et le problème qu'on a, c'est que la gauche et la droite ne sont pas capables de sortir d'une pensée de la dérégulation. C'était le talk d'un papiste, d'un néo-papiste, Pascal Cherki, non j'exagère, qui nous a dit que la gauche du Parti socialiste, ceux qui avec lui contestent la politique qui est menée par le gouvernement et François Hollande sous certains aspects, mais qui sont aussi bien d'ailleurs économiques que judiciaires et sécuritaires, ils se réuniront pour savoir si à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, ils appelleront à l'organisation d'une primaire à gauche pour désigner le candidat, celui qui pourrait les représenter à l'élection présidentielle en 2017. Il nous a dit aussi qu'en l'état actuel des choses, il ne voterait pas la déchéance de nationalité, il l'avait déjà dit, mais la déchéance de nationalité et toute la réforme constitutionnelle d'ailleurs.
Merci Pascal Cherki. Merci.